Excursion des étudiants de Bac 3 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Chankuzo et Ruyigi. Les étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université du Burundi viennent d'effectuer en date 17 au 10 août 2018 un voyage d'immersion dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Chankuzo et Ruyigi en vue de faire un renforcement des cours théoriques qu'ils ont appris en classe. À Kirundo, il a été question d'expliciter aux étudiants l'histoire des collines Shinge et Rugero de la commune Kirundo rurale et les guerres qui y ont opposé les armées burundaises et rwandaises du temps de la monarchie. Shinge et Rugero, c'est les deux collines que vous voyez là. Shinge à la gauche, Rugero à la droite. Et elles se trouvent dans la région du Bugesera. Et le Bugesera, au départ, c'était un grand royaume autonome, indépendant, qui avait ses souverains, les rois, qui s'appelaient Nsoro, Nsoro Nyabarega, Nsoro Nyamugeta, Nsoro Samukondo, Nsoro Bihembe. Et bien, ce royaume-là se situait entre le Burundi au sud et le Rwanda au nord. La limite sud du Bugesera, c'était la Ruvubu, c'est-à-dire que la limite ouest, c'était la Kanyaru, et la limite est, c'était la basse Ruvubu, et la limite nord, c'était la Nyabarongo, qui se trouve au Rwanda actuellement. Si bien que les provinces actuelles de Karusi, Muyinga et Kirundo du côté du Burundi et au-delà des lacs Choha et Rweru au nord jusqu'à la frontière de la Nyabarongo au Rwanda, c'est toujours le Bugesera. Le roi du Burundi Ntare Rugamba et le roi du Rwanda Mibambwe Sentabyo. Ntare Rugamba a attaqué le Bugesera par le sud. Et Mibambwe Sentabyo, entendant que le Bugesera était attaqué par le Burundi, il a cru bon de l'attaquer lui aussi par le nord. Et ils se sont retrouvés ici, les deux armées, rwandaises et burundaises. Et le tambour dynastique du Bugesera a été conquis, qui s'appelait Rukombamazi, d'où l'expression Kinyarwanda Rukombamazi, ainsi que le taureau dynastique Rusha. Et les deux ont été conquis par le Rwanda. Et les Banyarwanda et les Barundi ont mené des guerres féroces dans cette région pendant les règnes suivants. Après Mibambwe Sentabyo, il y avait Yuhi Gahindiro et Mutara Rwogera. Et les Barundi, quand les Barundi attaquaient les premiers, ils occupaient les deux collines, Shinge et Rugero. Et ils voyaient les Banyarwanda venir. Et les Banyarwanda étaient massacrés sans pitié lorsque les Barundi occupaient en premier lieu les deux collines. Et lorsque c'était les Banyarwanda qui attaquaient les premiers, lorsqu'ils occupaient les deux collines, les Barundi étaient massacrés et étaient exterminés jusqu'au dernier. Et c'est ainsi d'ailleurs que à une certaine période, Kirundo ne s'appelait pas Kirundo, s'appelait Kumuharuro, et il y eut une grande bataille qui opposait les Banyarwanda et les Barundi.
et les Banyarwanda furent exterminés. Les étudiants de la dite faculté ne se sont pas arrêtés sur l'histoire des collines Shinge et Rugero, car ils se sont rendus dans la zone Nyakisozi sur le port de pêche de Sigou de la commune de Busoni pour visiter le port de pêche de cet endroit. À ce même endroit, les étudiants se sont entretenus avec les pêcheurs qu'ils ont rencontrés sur place, les uns en train de pêcher et d'autres en train de fabriquer leurs bateaux de pêche. À cet endroit, quelques variétés de poissons ont été découvertes. Cette excursion riche en enseignements s'est poursuivie en province Muyinga sur la colline Rugari. Les étudiants ont eu droit à des explications riches à propos d'une fosse appelée communément Ichobo cha Nyabarega et de la légende qui s'y rapporte. Il s'agit d'une roche calcaire, n'est-ce pas, qui a notre présence, vous la voyez. Il s'agit d'une roche calcaire. Vous pouvez observer ici, regardez bien, c'est une roche calcaire. Donc, toute roche calcaire contient du calcium ciment, qui fait que cette roche soit, je dirais quoi, compacte. Ça va? Alors, avec la pluie qui tombe, donc c'est-à-dire l'érosion de la pluie, qui se mélange avec du gaz carbonique et de l'humus du sol, constitue un acide qui attaque cette roche calcaire, c'est-à-dire qui, ce produit attaque directement le calcium ciment. Et il y a ce qu'on appelle corrosion. Il y a corrosion, c'est-à-dire la roche est fondue. C'est pourquoi alors il y a création d'une cavité souterraine, comme vous le voyez ici. Et cette cavité est créée par le stockage de ce produit, c'est-à-dire l'eau de la pluie mélangée avec du gaz carbonique, avec de l'humus du sol. Je crois que vous êtes entré là derrière, oui. Et vous avez vu qu'il y a de l'eau qui mijote, n'est-ce pas? Là, ce produit fait qu'il y ait corrosion, c'est-à-dire la fusion de cette roche, c'est-à-dire je dirais il y a disparition du calcium ciment. Et voilà, il y a création d'une cavité souterraine comme vous le voyez. Rien du tout. Non, il n'y a personne qui a creusé ça. Comme vous le voyez ici, vous voyez que c'est un phénomène naturel. La roche continue à tomber. Plus le produit dont je vous ai parlé infiltre dans la roche, plus il y a la corrosion. Et alors, vous voyez, il y a toujours création des cavités. Je crois qu'à l'intérieur même, vous avez vu qu'il y a des roches qui tombent. C'est à cause de ce produit-là qui fait qu'il y ait fusion de cette roche calcaire. De toute façon, vous aussi, vous constatez que c'est une roche qui est très fragile. Quand il y a un produit pareil, souvent vous voyez qu'à côté des maisons, il y a de l'érosion qui passe. Là, c'est dangereux pour les maisons. Ça ne peut pas être utilisé pour la construction d'une fondation. Partout là où vous trouverez des grottes, c'est qu'il y a ce phénomène de création de cette cavité qui naît de la corrosion. Dans ce voyage de renforcement des cours théoriques vus en classe par des séances de cours pratiques sur terrain, les étudiants ont eu droit à une visite guidée du parc de la Ruvubu. À cet endroit, les étudiants ont admiré la faune et la flore qui embellissent cette réserve nationale de la Ruvubu. Les gardes forestiers de cette réserve ont relaté les différentes sortes de mammifères que l'on rencontre dans la dite réserve. Le parc national de la Ruvubu a une superficie de 50 800 hectares. Il s'étend sur 4 provinces. La province Changuzo, province Ruyigi, province Karusi et la province Muyinga. En plus, il s'étend sur 8 communes. Donc, la partie Changuzo, le parc touche la commune, une partie de la commune Changuzo dans la commune Kigamba et commune Changuzo. Côté Ruyigi, ce sont les communes d'Obweru et Utesi. Côté Karusi, Mutumba et Nyabitere. Du côté Muyinga, c'est la commune Bulimiza, Mwakiro et une partie de la commune Muyinga. Historiquement, l'idée de la création du parc date des années 1930. Mais malheureusement, ce n'est qu'en 1980 que le gouvernement a pris une décision de créer les parcs nationaux et les réserves nationales, d'où le décret
a été promulgué en 1980. Et en même temps, il a mis en place un organe chargé de la gestion et de l'aménagement des parcs et des réserves naturelles. Également, je vous dirais que du côté de la richesse faunistique, le parc est très riche. Il a 44 espèces de mammifères. Celui qui vient en premier lieu, au niveau du parc, on peut voir facilement les populations des bifs. Je vous dirais que même au cours de l'année passée, en 2017, on a fait un dénombrement et nous avons trouvé plus de 1542 bifs. Nous avons également, du côté des mammifères, nous avons les corbes de face. Nous avons, parmi les mammifères, nous avons en plus, dans ces mammifères, nous avons des herbivores, nous avons des carnivores, nous avons des omnivores. Même au niveau de la rivière de la Rugobo, nous avons 14 espèces de poissons. 14 espèces de poissons. Nous avons également un crocodile du Nil qui est caractéristique dans cette rivière. Nous avons, je vous dirais également que le parc s'étend sur 62 km, c'est son axe principal. Et sa largeur varie de 5 à 13 km. Également, du côté de la richesse floristique, le parc est très riche en espèces floristiques, mais l'espèce phare qui vient en premier lieu, ce sont les Parinari Chiratelifoliae. Nous avons également d'autres espèces, certaines qui ont été laissées par la population qui vivait ici auparavant, avant la création du parc. Nous avons des espèces exotiques telles que les eucalyptus, nous avons les opsis et d'autres espèces. Je vous ai dit également que ce n'est qu'après 1980 que le gouvernement a pris la décision de créer les parcs nationaux, dont celui du parc national de Arubogo. En plus, en 1980, c'est là où on a commencé à exproprier ou déplacer la population qui se trouvait à l'intérieur de ce parc. De 1982 à 1984, la population a été déplacée. En même temps, le gouvernement a mis en place le personnel chargé de la gestion de ce parc. Actuellement, il y a même en 2011, le gouvernement, il y a un décret qui portait création et qui portait délimitation du parc national de Arubogo. Le parc est menacé par, en premier lieu, nous avons le braconnage, la chasse, qui s'observe vraiment, qui menace la biodiversité de ce parc. Et ça vient également le package du bétail. Mais le package du bétail, en général, nous observons le package du bétail du côté de la province de Changuzo, là où la population riveraine possède beaucoup de vaches. Mais également, nous constatons également de part et d'autre des dépassements de limites. Dépassement de limites, nous avons également la pêche non autorisée dans les étangs de la rivière de la Ruvubu. Nous avons en plus de ça la population qui entre d'une façon illégale dans la récolte des plantes médicinales. Là aussi, vous observez. Il y a même ceux qui entrent du côté de la Ruigi, qui entrent, ils mettent les plantes telles que les cultivent la chambre à l'intérieur de ce parc. Mais en plus de ces menaces, bon, le gouvernement et même nous, les gestionnaires de ce parc, nous adoptons des stratégies pour faire face à ces menaces. Et ce que nous faisons ici à l'intérieur de ce parc, nous organisons des patrouilles. Chaque jour, le personnel et les gardes des policiers doivent entrer à l'intérieur de ce parc pour voir comment s'ils peuvent traquer ces malfaiteurs. En plus de ces patrouilles, nous collaborons avec les communautés riveraines. Et très récemment, en 2017, il y avait un projet qui nous a appuyé, le projet qui est financé par le PNID. Il a mis en place des comités, des associations tout autour du parc. Et ces comités aident dans la conservation de ce parc. Ils nous donnent des informations. S'il y a quelqu'un qui est en train de ce parc, ils nous informent. Et puis, en même temps, nous avons
nous faisons recours aux pénalités. Bon, nous avons le code des forestiers le code des forestiers qui dans ces articles finissent les gens qui sont attrapés, arrêtés, qui sont attrapés de menacer au parc. Ceux qui sont attrapés, nous les punissons conformément à la loi. Et en même temps aussi, nous collaborons avec d'autres institutions pour voir comment on peut conserver ça. Pour ce qui est de la valeur ajoutée de ce parc, le parc en soi, il contribue dans beaucoup de choses, notamment il contribue dans ce qui est en rapport avec la régulation du changement climatique. Le parc également, il est utilisé il y a des universités. Chaque année, nous recevons des étudiants, des lauréats des étapes qui viennent ici pour faire des stages. Même ceux qui font les thèses et les mémoires, également, nous les recevons chaque année. Bon, le parc participe dans ce qui est de la recherche. Également, nous recevons également des touristes qui viennent visiter le parc. Et la plupart de ces touristes, ce que moi j'ai constaté, ils viennent ici pour voir ces mammifères, ces grands animaux. Parce que même si je ne vous ai pas dit, ce parc de Aruvo, il est le dernier site au niveau du Burundi, là où on peut trouver les grands animaux. Il ne reste que ce parc de Aruvo. Donc on peut trouver les animaux, les grandes espèces sauvages. Également, le parc également, il donne de l'emploi. Moi, en tant que chef du parc, je travaille avec une équipe de gardes forestiers. Bon, nous sommes rémunérés. Bon, en fait, pour ce qui est des touristes, le parc en soi, comme vous le voyez, il est plus éloigné de la capitale du Burundi. Bon, avoir son étendue et sa richesse, moi en tant que gestionnaire, je dirais que nous recevons très peu de touristes. Il a été aussi question de visiter la fosse d'Ichobo-Nyabarega située dans son même parc. Le docteur Sadiki Eli, qui est archéologue au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi, nous a renseigné sur les similitudes qui existent entre ces différentes fosses de Nyabarega qui ont été visitées, ainsi que ce soit à Muyinga, au parc de la Ruvubu et à la colline Butarangira de la zone de Meka de la commune Gishuru. Cette grotte qui est si grande ressemble à celle que nous avons trouvée à Muyinga et celle qui se trouve à Tchamzo. En fait, il s'agit de cavités souterraines creusées par un phénomène naturel qui est une succession, je dirais, combinaison de produits naturels. Ici, je mets l'accent particulier sur l'eau de la pluie qui se mélange progressivement avec l'humus du sol et du gaz carbonique. Ce sont des produits qui attaquent le ciment qui contient cette roche à terre. Celle-ci finit par se fondre. Et c'est pourquoi alors, à un certain moment, le dépôt de cette eau, ou bien le dépôt de ce produit à l'intérieur de la roche, occasionne la fusion d'une grande partie de celui-ci. Et en fait, nous avons une cavité souterraine comme vous la voyez ici. Et comme je crois que vous avez observé le milieu que nous avons traversé, et je crois qu'il y a même des étudiants qui ont dit qu'il s'agit du béton qui se trouve sur cette colline. Donc, la colline sur laquelle nous sommes est formée par une grande roche rampante. Et à un certain moment, quand il y a ce phénomène de corrosion qui se produit à l'intérieur de cette roche, finit par se creuser des cavités comme celle que vous voyez ici. Donc, si j'essaie de vous expliquer, la roche calcaire que vous voyez ici ressemble aux autres roches que nous pouvons trouver partout dans le monde. Au moment des mouvements tectoniques des plaques terrestres,
les roches calcaires se sont concassées et se sont fissurées aussi. Et cette eau-là, des pluies, mélangée avec du gaz carbonique et l'émission, passe à travers les fissures de cette roche. Et arrivé à l'intérieur, il y a une sorte de stagnation. Cette stagnation va occasionner, donc va faciliter cette eau d'attaquer le calcium ciment contenu dans la roche, et il y a ce qu'on appelle la corrosion. Si vous observez à l'intérieur de cette roche, vous voyez qu'il y a un mélange de couleurs. Vous voyez, ce mélange-là, c'est tout simplement l'eau, cette eau-là, bien sûr produit dont je vous parle, qui passe à travers ces fissures. Ce n'est que ça. Voilà, c'est à partir de la surface que cette eau infiltre la roche. Non, c'est le calcium ciment contenu dans cette roche. Ce calcium ciment, c'est une matière qui permet à cette roche d'être compacte. Si ce contenu est attaqué directement, il y a la fusion. Comprends? Il y a la fusion. Voilà, c'est ça. Moi, c'est merci. L'excursion de renforcement de matière apprise en classe ne s'est pas seulement limitée à la visite des fosses de Nyabarega et au parc de la Ruvubu, car un autre endroit qui a marqué le passé de la foi chrétienne des Burundais a été visité. Il s'agissait de la paroisse de Muyaga de la province Chankuzo qui a été fondée dans les années 1896 par le révérend père Jean-Marie Leport. Les étudiants ont aussi droit à une visite guidée des différents coins et recoins de la dite paroisse. Les étudiants ont beaucoup apprécié l'excursion qu'ils ont menée dans les différents endroits visités, tout en ajoutant que de telles études pratiques soient pérennisées dans l'avenir, car ils apportent un plus-value aux cours théoriques vus en classe. Ils ont en plus de cela formulé des suggestions pour que des prochaines leçons pratiques soient organisées le plus mieux possible. L'excursion de 5 jours qui avait débuté en province Kirundo s'est clôturée dans la commune Kinyinya de la province Ruyigi. À cet endroit, il a été question de s'assurer comment les gens de cet endroit dialoguent avec leurs collègues tanzaniens qui viennent faire leur business là-bas en faisant un mélange de langues telles que le Kirundi, le Kiswahili et le Kiha.